Bonsoir, bienvenue dans l'Africa Newsroom. Au sommaire de l'émission de ce soir, le régime RD congolais dans le viseur de Human Rights Watch. L'ONG accuse les autorités congolaises d'avoir recruté des ex-rebelles du M23 pour se maintenir au pouvoir. D'anciens rebelles qui auraient participé à la répression des manifestations de décembre 2016 contre le pouvoir. Une répression qui avait fait plus de 60 victimes. Les allégations de l'ONG sont d'une portée et d'une gravité considérable pour le pouvoir congolais. On en parle dans un instant avec nos invités. Et dans le débat de ce soir également, le Sénégal qui se dote d'un nouvel aéroport. Son nom, l'aéroport international Blaise Diagne, à quelques kilomètres de Dakar. Il a été inauguré ce jeudi, un aéroport ultra moderne attendu depuis 10 ans. Pour les autorités, il s'agit d'une première étape dans la transformation de Dakar en hub régional de l'aviation civile. Et chaque année, ce sont des millions de tonnes de médicaments contrefaits qui sont saisis par les douanes. L'Afrique est la principale victime du trafic de faux médicaments. Il s'agit d'un véritable fléau qui cause le décès de 200 000 personnes chaque année sur le continent africain. Voilà pour les titres. Et pour m'accompagner ce soir avec moi, Madame Ramayad, ancienne secrétaire d'État chargée des Affaires étrangères et des droits de l'homme. Bonsoir. Bonsoir. Sur ce plateau également, Monsieur Augustin Tchameni. Vous êtes avocat au barreau de Paris et également docteur en droit. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de l'accueil. Et avec moi, Alfred Tchongo, notre éditorialiste. Bonsoir Alfred. Merci Zaraou et puis à mes très chères téléspectatrices, merci de leur accueil bienveillant. Seulement les téléspectatrices. Commençons par l'actualité politique. Dans un rapport intitulé « Mission spéciale », Human Rights Watch met directement en cause des officiers supérieurs de la République démocratique du Congo. Des officiers qui, selon l'ONG, ont recruté clandestinement d'anciens rebelles du M23, 200 ex-combattants exilés au Rwanda ou encore en Ouganda, un recrutement avec l'objectif d'étouffer les manifestations des 19 et 20 décembre 2016 contre le régime du président Joseph Kabila. La répression de ces manifestations, vous vous en souvenez, a fait au moins 62 victimes. Face à ce rapport accablant, le gouvernement congolais nie formellement ces accusations. Écoutez Marie-Ange Mouchokeboa, ministre RD congolaise des droits humains. Je suis étonnée d'apprendre toutes les allégations de Human Rights Watch. J'échange avec tous mes collègues concernés. Nous savons que tous les rebelles du M23 se trouvent dans des camps de réfugiés et la MONUSCO peut bien attester que ces rebelles ont été désarmés et que le gouvernement de la République démocratique du Congo n'avait pas besoin de recourir à eux pour maintenir l'ordre public. Je vous dis que ce n'est pas vrai, qu'il n'y a pas suffisamment de preuves que ce que Human Rights Watch avance est vrai. Alors, Human Rights Watch, Alfred, déclare avoir travaillé pendant 11 mois au total à partir de témoignages, 120 témoignages pour être précise, dont ceux de 13 combattants du M23. Comment jugez-vous, Alfred, le sérieux de cette enquête et quelle portée donner à ces accusations? Alors, Zaraou, moi je ne peux pas juger de la validité ou non du rapport de Human Rights Watch. Ce que je peux dire, c'est que, d'une part, je n'ai pas besoin de ce rapport pour savoir effectivement ce qui s'est passé en RD Congo pendant ce temps-là. Avec tous les contacts que j'ai eus de RD Congo depuis ce moment-là, même jusqu'à aujourd'hui, chaque fois qu'il y a des manifestations de l'opposition congolaise, la répression est faite en grande partie justement par des forces étrangères à la République démocratique du Congo. C'est vérifiable. La ministre raconte n'importe quoi. D'abord, elle ne sort même pas de Kinshasa. Elle n'a pas été à Goma, Marie-Ange Mouchokeboa. Le ministre de l'Intérieur, pareil. On sait ce qui est en train de se passer aujourd'hui en RD Congo. C'est-à-dire que depuis 2011, ils se sont arrangés justement pour éviter que les élections aient lieu à date, c'est-à-dire l'année dernière, et que donc on continue dans la même logique. Et donc, je crois que Human Rights Watch a raison justement de pointer ces manquements-là. D'ailleurs, quand on pose la question aux Ougandais qui avaient recueilli une bonne partie de ces M23 ou au gouvernement rwandais, ils vous disent qu'on en a des armées, mais
on ne sait pas ce que certains sont devenus. Ont-ils été réarmés? On ne peut pas l'affirmer. Le président, enfin, de ce mouvement du M23, Bissimois, lui-même le dit. Voilà, exactement, que les éléments qui sont là-dedans, ce sont des éléments qui ont été exclus du M23 et que c'est vrai, le gouvernement congolais a recruté ces gens-là pour réprimer les manifestations contre la prolongation illégale, inconstitutionnelle du mandat de Joseph Kabila. Ramayad, on peut parler d'un véritable coup de tonnerre porté contre le pouvoir congolais. C'est une accusation, effectivement, qui est gravissime, dont les conséquences peuvent être importantes. Évidemment, moi je suis comme mon collègue, c'est difficile à vérifier parce qu'on n'a pas, de là où on est, les moyens de juger de la véracité des choses, d'autant plus que le HCR a eu le même propos en disant, en raison de la nature de cette milice et des frontières poreuses, on ne sait pas, l'Ouganda a protesté, les dirigeants du M23 également, en disant que c'était des déserteurs, donc qu'ils ne peuvent plus être présentés comme étant des membres de cette milice. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que tous ces rebelles, ces milices, notamment étrangères, qui auraient dû être désarmées depuis très longtemps, notamment par la MONUSCO, qui est installée, qui est censée être la force onusienne la plus importante au monde en RDC depuis tellement d'années, et ils ne sont jamais parvenus à démobiliser ou à démilitariser, notamment les Kivu, où on sait très bien ce qui se passe. Moi, j'ai été sur place d'ailleurs à 3 ou 4 reprises. Les Kivu, c'est l'enfer sur Terre. Je ne parle même pas du phénomène du féminicide, avec les viols utilisés sur les femmes comme arme de guerre. Et les responsables de ces viols-là, on les connaît. Il y a d'un côté, évidemment, des milices non désarmées qui continuent à se nourrir sur la bête, pour s'enrichir. On sait tous le travail que fait le docteur Mukwege là-bas. Mais il y a aussi des éléments de l'armée nationale. Quant à la MONUSCO, ses membres ne sont pas tous non plus irréprochables, clairement. Donc nous avons un énorme gâchis qui coûte en vie humaine depuis 30 ans à la RDC de manière incroyable, devant une sorte d'indifférence un peu, fataliste de la communauté internationale. Et sur ce vient se greffer cette histoire de transition démocratique qui ne vient pas et qui permet au président sortant de perpétuer son mandat de 2 ans. On nous annonce des élections en décembre 2018, mais qui sait, il n'y a pas de garantie de ce genre. L'opposition les conteste, donc qui sait si ça va avancer. La République démocratique du Congo est un pays, une grande nation, un grand peuple, mais fatigué, épuisé par des décennies de combats, d'une atrocité effroyable qu'on a rarement vue. On a l'impression, et ça me frappe, la vie humaine a-t-elle encore un sens en RDC? C'est-à-dire que le corps de l'Africain doit-il être un corps systématiquement souffrant dans les plus grandes atrocités? À quand un éveil? Il suffit que, je ne sais pas, à Paris ou à Londres, il y ait 2 ou 3 morts dans un accident pour que tout le monde se mobilise. Et combien faut-il de milliers, de millions de morts en RDC pour qu'il y ait une action concrète, réelle, efficace? Franchement, moi, ce qui m'a frappé quand j'ai été en RDC, c'est que si on voulait arrêter les conflits qui ont lieu là-bas, franchement, il ne suffirait pas de grand-chose. Pas de grand-chose. Mais il y a trop d'intérêts stratégiques en jeu, bien évidemment. On le voit au Kasaï avec les zones diamantifères. Augustin Tchamenyi. Alors, donc, moi, je vais être beaucoup plus concis. Non. Pardonnez-moi. Alors, cela dit, vos précisions sont aussi informatives et puis je m'en inspire. Mais ce que je voudrais dire, c'est que je me suis attardé uniquement sur moi, ce qui apparaît constant, qu'aucune des parties ne conteste, c'est le fait qu'il y a des exactions de population. Alors, qu'on ait recruté des rebelles pour ce faire ou qu'on ait utilisé la police nationale, c'est un fait constant et c'est de ça dont il s'agit. Je pense qu'aujourd'hui, la situation en République démocratique du Congo est suivie étroitement par le CPI, puisque son procureur a déclaré que la situation les intéresse et qu'on suit étroitement, et dont le gouvernement est un petit peu aux abois et essaye de trouver des échappatoires, mais sans prendre au rapport de Human Rights
Watch, pour moi, c'est une mauvaise stratégie pour une raison qui est simple, c'est que tout d'abord, c'est une organisation qui est très sérieuse. On peut effectivement avoir des choses à dire sur les démarches, sur les approches qui sont utilisées, mais Human Rights Watch a été plusieurs fois primé pour son sérieux dans ses investigations et aussi et surtout les moyens qui sont mis en œuvre. En Afrique, environ 10 millions de dollars par an de budget, c'est le plus grand poste budgétaire de cette organisation, largement devant l'Asie ou encore l'Amérique latine. Donc il n'y a aucune raison de penser que cette organisation s'acharnerait sur le Congo tant qu'on n'a pas démontré effectivement qu'il y a un parti pris de leur part. Alors pour l'heure, la MONUSCO a ouvert, a demandé l'ouverture d'une enquête à la suite donc de ces allégations de l'ONG. Alors, cela étant, j'aurais préféré qu'on ouvre une enquête sur les faits qui sont allégués. C'est-à-dire que si effectivement il est démontré, ce qui est un peu regrettable, c'est que dans ce rapport, effectivement, comme dans beaucoup de rapports, les notions qui sont employées sont souvent très approximativement utilisées. J'ai vu parfois employer des termes de crimes de guerre, crimes de génocide, etc. Enfin, je ne sais pas effectivement si ces qualifications sont effectivement nécessaires ou si tout au moins les faits méritent qu'on les qualifie ainsi. En l'occurrence, là, c'est vraiment la répression. Hein, alors, répression et crime contre l'humanité, ce n'est pas exactement la même chose. Dans ce rapport-là, il n'a pas été question de crime contre l'humanité. Alors, si effectivement... Ce qu'il dit simplement, c'est que c'est une répression contre les manifestants de l'opposition qui voulaient justement protester contre la prolongation du mandat. C'est précisément les manifestations des 19 et 20 décembre 2016. Alors, ce qui veut dire que pour l'instant, la CPI ne s'intéresse que uniquement au cas de crimes contre l'humanité, des crimes de guerre ou encore des crimes de génocide. Donc, on n'est pas encore rentré dans ce cadre-là. Voilà, ce qui veut dire que, en d'autres termes, ça reste des crimes qui sont répréhensibles, mais sur le plan national uniquement. Mais toujours est-il que je n'ai pas aujourd'hui de démenti sur ces exactions-là, fut-elle relativement grave ou pas, mais je n'ai pas de démenti. Et c'est ça qui est le plus important, ça qui est constant. Quant à savoir si c'est des rebelles qui l'ont fait, évidemment, et sous commandement du gouvernement ou que c'est la police nationale, en tous les cas, ça reste quelque chose qui est assez grave. Alors, on rappelle que la répression donc, de ces journées de manifestation fait plus de 60 morts. Qu'est-ce que cette affaire révèle, Alfred, des relations qu'entretient le pouvoir avec son opposition? Depuis toujours, le pouvoir de Kinshasa utilise une double stratégie. D'un côté, pour déstabiliser l'opposition, débaucher les membres de l'opposition par la corruption. On le voit d'ailleurs avec le Premier ministre actuel, qui est Premier ministre issu de l'UDPS, mais exclu de l'UDPS, qui a reçu de l'argent pour torpiller justement l'UDPS et puis l'opposition qui s'était retrouvée à Jean-Val, qui devait conduire justement cette transition sans Kabila. La deuxième, c'est la répression systématique, l'interdiction des manifestations de l'opposition. C'est aujourd'hui une constante en République démocratique du Congo. C'est une constante depuis de nombreuses années. Alors que quand c'est les partisans du pouvoir en place ou de leurs alliés, les manifestations sont organisées. Et donc on se dit, au fond, ils sont partis dans cette idée que on va revenir sur le système de parti unique pour que Kabila puisse rester longtemps, mais on s'aperçoit que le peuple congolais résiste malgré tout. Et bien alors, chaque fois qu'il y a une demande de manifestation, on trouvera toujours une raison pour dire, ben voilà, il faut pas qu'il... Tout récemment, ils ont arrêté des journalistes, certains ont été libérés parce que justement, ils ont voulu couvrir les manifestations de l'opposition. Ça, c'est vraiment une constante de la politique congolaise. Alors, je ne sais pas pourquoi ils ont peur à la fois des manifestations de l'opposition, s'ils sont certains, s'ils sont sûrs vraiment de leur force, s'ils sont sûrs vraiment de pouvoir gagner les élections qui se profilent à l'horizon, je ne vois pas pourquoi ils interdisent les manifestations de l'opposition en réalité. Non, c'est un pouvoir qui est aux abois et qui essaie par tous les moyens de décourager l'opinion congolaise, en particulier les forces de l'opposition, mais qui n'y arrive pas du tout, du tout. Ramayad.
Oui, une opposition qui est aussi, on n'a pas encore réglé la question des candidatures même de l'opposition, parce qu'on voit bien qu'entre Bemba, la CPI, Katumbi, plus ou moins en exil, qui d'autre, Tshisekedi, le fils, voilà, qui apparaît comme le principal opposant. Enfin, là, il n'y a pas non plus de véritable clarté. Le point commun, en tout cas, qui fait qu'ils sont tous dans l'opposition, c'est effectivement qu'ils veulent la fin du règne de Kabila, qui est quand même là depuis 17 ans. Maintenant, au-delà de... Parce que, bon, le fait qu'un pouvoir essaye d'acheter l'opposition, ça existe partout, hein. En France aussi, en Europe. Il est fort, il n'achète personne. Non, mais le débauchage, les ouvertures, ici ou là, où on prend quelqu'un de l'opposition, on le nomme ministre. Donc peut-être que la RDC, c'est plutôt une stratégie qui vise véritablement à briser. Ici aussi, en France aussi, dans tous les pays occidentaux, l'opposition, le but, c'est de briser l'opposition en allant chipper tel ou tel. Bon, ça, c'est vieux comme le monde, c'est un phénomène général, c'est ni propre à la RDC, ni propre à l'Afrique. Non, par contre, ce qui est propre à la RDC et qui est beaucoup plus grave, c'est que toutes ces petites manœuvres-là ont des conséquences, encore une fois, sur les vies humaines. C'est-à-dire qu'on est en ce moment en train de déstabiliser des régions entières. Il y a quand même 30 000 réfugiés qui sont en train de se presser aux frontières ou dans des régions où on les rejette, on les prend. C'est quand même une situation absolument extraordinaire qui va conduire à des catastrophes, qui conduit déjà à des catastrophes humanitaires dans un pays qui est déjà épuisé. Donc, ce qui m'interroge mais lourdement sur la conscience des dirigeants politiques, s'ils savent ce qu'ils font, leur responsabilité au regard de l'histoire, au regard de l'avenir d'un pays-continent. C'est quand même ça qui me semble être l'élément le plus important. Mais l'opposition est dans son rôle, en organisant des manifestations, parce que ça veut dire quoi? Que la RDC, là, pour le coup, c'est pas une exception par rapport aux autres pays africains. Depuis plusieurs années, on le sait, on observe des contestations par rapport au président qui s'accroche ou qui modifie les constitutions pour se maintenir. Et donc, il n'y a pas de raison que la RDC échappe, finalement, j'allais dire, au relèvement des standards démocratiques, à cette exigence démocratique très forte, et que ce soit ce pays-continent-là Et pourtant, le pouvoir actuel résiste justement à cette élévation des standards. Il résiste toujours. C'est pour ça que l'opposition tient bon, enfin les oppositions tiennent bon. Le prix à payer est lourd pour la population. C'est ça le plus grand drame. Merci beaucoup. On va marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de l'Africa Newsroom. A tout de suite. C'est dommage, je voulais parler de...